Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'AVC, de démence, et je crois que beaucoup d'entre nous, à un moment de leur pratique médicale, ont été confrontés à non pas guérir des malades, mais à les prendre en charge en matière de soins palliatifs, de soins de fin de vie. J'ai essayé de voir ce qu'il y a. Comme vous le savez, l'espérance de vie en Algérie a augmenté. Elle était aux alentours de 50 ans à l'indépendance. Elle est de 76 ans. Et elle va aller en augmentant. Donc nous serons, chacun de nous, nous serons confrontés à prendre en charge des malades âgés, des malades en fin de vie. J'ai essayé de voir donc la wilaya de Chlef. Vous avez 7 hôpitaux, 6 EPSP, 14 maternités. Dans le secteur public, il y a 628 médecins, mais également, il y a 4 établissements, 4 cliniques privées, un centre d'hémodialyse. Dans le secteur libéral, 280 médecins. Il me semble que donc, cette wilaya dispose d'une ressource médicale appréciable, comparée aux 48 autres wilayas, et bien sûr celle du Nord. Et donc, vous serez ou vous avez déjà été confronté à ce genre de patients. C'est quoi les soins palliatifs? Il y a une infirmière qui s'appelle donc Cicely Saunders, une Britannique, qui a dit « Les soins palliatifs, c'est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. » Le but, bien sûr, c'est de préserver la meilleure qualité de vie possible chez des patients en fin de vie. Il consiste en quoi? Il consiste en une approche interdisciplinaire qui couvre le patient, mais pas seulement le patient, sa famille et la communauté dans laquelle il baigne. Et toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à des soins d'accompagnement, ce qui n'est pas malheureusement le cas très souvent. Il faut savoir que ces soins palliatifs sont nés en Grande-Bretagne, donc dans les années 50-60, et en 1967, cette infirmière a ouvert à Londres un hospice qu'on appelle Saint-Christopher, qui accueille les cancéreux en phase terminale. Et elle a proposé donc des protocoles antalgiques, et il est actuellement un centre de référence dans le domaine des soins palliatifs, ce centre donc Saint-Christopher. Mais c'est dans le monde entier maintenant sont connus et pratiqués les soins palliatifs. D'ailleurs, à Riyad, en 2010, lors d'une conférence sur l'amélioration de la prise en charge du cancer dans le monde arabe, il y a eu donc 13 recommandations et la recommandation numéro 12 avait trait aux soins palliatifs qu'il faut promouvoir, mais ici spécialement dans le domaine du cancer. En réalité, les soins palliatifs doivent s'intégrer au concept de traitement de toutes les maladies incurables et en complément du traitement curateur dont l'issue est incertaine. Elles ne sont pas en réalité, j'ai parlé de sujets âgés, mais en réalité, elles sont indépendantes de l'âge du patient, puisque également des enfants peuvent être atteints de maladies incurables. Elles doivent être faites aussi bien dans le cadre des soins dispensés à domicile que dans les établissements hospitaliers. Et elles ne sont pas spécifiques du médecin, mais également elles peuvent être l'œuvre d'infirmiers, de psychologues, de thérapeutes, d'hommes du culte et des proches et des bénévoles du malade. Je voudrais donner quelques définitions de l'éthique et de la morale. Alors l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est une discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités et les valeurs de l'existence, sur la notion de bien et sur les questions de mœurs. La morale, par contre, elle renvoie l'individu à lui-même, à sa conscience, sa raison, alors que donc l'éthique est un concept d'origine grecque qui signifie attitude, comportement et par extension mœurs. Enfin, la déontologie médicale, c'est l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien, dentiste ou pharmacien doit observer et ou dont il s'inspire pour l'exercice de sa profession. L'éthique, finalement, c'est répondre à la question comment agir mieux. Donc, les soins palliatifs, leur valeur fondatrice, c'est la prise en charge globale d'un patient,
Mais soins de fin de vie veut dire quand même refus de l'euthanasie et également refus de l'acharnement thérapeutique. C'est également un travail en équipe et il faudrait une prise en charge des questions éthiques des soins de vie. La démarche éthique, elle est basée, pour nous médecins, elle est basée sur quoi? Pour pouvoir prendre des décisions, elle est basée sur les lois d'un pays, les lois, le code de déontologie, sur les principes fondamentaux, que ce soit la dignité et les principes de bioéthique, sur les règles professionnelles, sur donc le serment d'Hippocrate, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien sûr l'expérience de chacun de nous. Si je prends le code de déontologie médicale, qu'est-ce qu'il dit l'article du code de déontologie médicale bien sûr algérien? Il dit en l'article 17, le médecin doit s'interdire toutes les explorations ou traitements qui font courir un risque injustifié. Le libre choix constitue un principe fondamental. Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information, mais également, vous voyez l'article 51, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un pronostic grave. En même temps, l'article 43, il doit éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical, mais en même temps, il a la latitude, en fonction donc du patient qu'il a, de le laisser dans l'ignorance d'un pronostic vital. Vous connaissez tous le serment d'Hippocrate, je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Quelles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles doit s'appuyer le soignant, qu'il soit médecin, infirmier ou tout autre? C'est tout d'abord la dignité du patient. La dignité est le propre de l'homme. Elle lui est inhérente et elle n'est pas liée à un état de conscience. Il y a également comme valeur fondamentale l'autonomie. Le terme d'autonomie désigne la capacité d'une personne à exprimer sa volonté et à vivre en accord avec ses valeurs et ses convictions, qui diffèrent bien sûr d'un pays à un autre, qui diffèrent d'une religion à une autre, etc. Le processus de décision. Le patient doit être capable de discernement et décide du déroulement ou de l'interruption ou du renoncement d'une mesure médicale proposée. Et il doit y avoir communication donc, entre les soignants et le soigné. La dignité, en effet, la déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. La dignité de l'homme tient à son humanité. Et pourtant, il y a des risques d'atteinte à la dignité d'un patient, en particulier en fin de vie. Et ces risques d'atteinte à cette dignité, c'est un accès insuffisant à des soins palliatifs ou à des traitements antidouleurs. Et très souvent, nos malades n'ont pas les traitements antidouleurs, en particulier les cancers en fin de vie, n'ont pas très souvent accès à des traitements antidouleurs. Absence assez fréquente donc des traitements de souffrance physique, également le prolongement artificiel du processus de la mort, que ce soit par l'utilisation de moyens médicaux hors de proportion avec l'état du malade ou par la poursuite de traitements sans son consentement. Donc, le médecin est détenteur d'un savoir, mais il doit à son patient une information claire, loyale et appropriée. Elle est un préalable indispensable au consentement éclairé du patient. On doit lui expliquer pour lui donner la possibilité de donner son avis sur le traitement qu'on lui propose. L'information du patient, c'est un problème. Quand et comment informer le patient? Quel est l'impact sur le patient de la relation médecin-patient? Quelle est la valeur du consentement recueilli auprès du patient, de sa famille ou, dans le monde occidental, de la personne de confiance? Où s'arrête la relation reposant simplement sur l'oralité et la confiance face à la nécessité d'un recueil écrit? Dans certains pays, il faut un recueil écrit du consentement. Se pose bien sûr la question de la vérité. Est-ce qu'il faut annoncer la mort? Est-ce qu'elle peut être annoncée? Est-ce qu'on peut dire à un malade vous êtes en fin de vie, etc. En fait, il faut à la fois accompagner la vérité, accompagner en vérité sans fuir ni mentir et laisser la personne venir à sa vérité. Faut-il tout dire? Une maladie grave, invalidante, sans traitement possible? Une maladie constamment mortelle? Une fin de vie? Est-ce qu'on doit le dire? En tout cas, ne pas le dire
ce qui est sûr, c'est ne pas le dire n'importe comment. Il faut du tact, de l'écoute, de la compréhension, de la progressivité. Laisser le patient arriver à la vérité. Et ça, c'est l'expérience, c'est le fait de prendre en charge des malades de fin de vie qu'on arrive à prendre. Parce que je le remarque dans les services, certains médecins fuient le malade lorsqu'il est en fin de vie, ils n'osent pas l'affronter et le laissent tout seul. Donc, un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonception et les proches doivent être prévenus, sauf exception où si le malade a préalablement interdit cette révélation. Le principe d'autonomie. En effet, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Il peut vous dire « Faites, docteur, ce que vous jugez nécessaire. » Et nous le savons très souvent, mais il a le droit de revenir sur cette décision, même s'il vous a donné cette autorisation. 2 jours après, s'il estime que le traitement que vous lui prescrivez est trop fort ou il ne veut pas, il a le droit de l'arrêter. On n'oublie pas, on est en train de faire des soins palliatifs et non pas des soins curateurs. Donc le médecin doit employer pour l'information une expression simple, approximative, intelligible et loyale, permettant au malade de prendre la décision qui s'impose. Toute personne prend avec les professionnels de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant. Le médecin doit respecter la volonté de la personne. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. La place de la famille et des proches. Elle est prépondérante. Les soins doivent s'adresser aux malades, mais aussi à la famille. Et nous le savons, certaines personnes, et nous personnellement dans le service, des malades en fin de vie, nous expliquant à la famille qu'il n'y a plus rien à faire, voilà le traitement qu'il faut donner. Le malade est pris à la maison. Mais ces soins palliatifs durent. Et à un moment donné, la famille n'en peut plus. Elle remet de nouveau. Le médecin doit les comprendre. Et de temps en temps, on reprend des malades pour laisser en quelque sorte la famille souffler. Parce que ce n'est pas uniquement la famille, il n'y a pas que les soins, il y a aussi l'affectivité, les sentiments, etc. Donc les équipes de soins palliatifs veillent autant que possible à maintenir ou recréer parfois les liens familiaux en apportant à la famille les dispositions matérielles et le soutien psychologique nécessaires. Bien sûr, la dégradation d'un proche malade est souvent mal vécue douloureusement. La famille assiste et réalise les soins d'hygiène et de temps en temps, donc, comme je viens de le dire, elle essaye Bon. Où est-ce qu'on meurt actuellement? Le souhait de chacun de nous, c'est de mourir dans son lit. À domicile, donc, elle est désirée par la majorité de la population. Mais de moins en moins, on la voit de moins en moins. Pourquoi? Peur et dégoût de l'entourage, angoisse et sentiment d'impuissance et surtout éclatement de la cellule familiale. Ce n'est plus la grande famille, maintenant c'est la cellule familiale, c'est le couple avec ses enfants et donc lorsque le père ou la mère est en fin de vie, cela pose problème, donc elle vient chez le fils ou la fille et qui a une vie professionnelle, etc. et il veut très souvent, on le voit, enfin très souvent peut-être pas, mais des cas arrivent où on vient nous les confier à l'hôpital parce que pour eux, hors l'hôpital, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, il y a des malades en attente où on peut faire des choses. Donc, hospitaliser, prendre des lits pour des malades en fin de vie, donc il y a des problèmes qui se posent. Et très souvent, donc, on meurt de plus en plus à l'hôpital, dans un service de médecine ou de chirurgie surchargé, mais également sur un brancard aux urgences dans l'anonymat la plus stricte. En réanimation, de plus en plus souvent, comme c'est le cas, tout à l'heure vous parliez d'AVC et de démence, donc on les voit hélas dans les services de réanimation. La fin de vie à l'hôpital, de nombreuses difficultés sont rencontrées. L'hospitalisation, je le disais tout à l'heure, est parfois un répit pour la famille qui pourra se reposer pour mieux accompagner par la suite. Donc l'hospitalisation n'est pas forcément voulue par le malade, mais la famille pense qu'on pourra encore faire quelque chose. Il y a parfois un refus de la mort de la part de la famille. La mort aurait été possible à la maison, mais la peur
a eu le dernier mot. Mourir chez soi. Le traitement d'un certain nombre de maladies nécessite des séjours hospitaliers à un moment ou à un autre. Cependant, quand la fin de vie est prévisible, de nombreux patients préfèrent mourir chez eux. L'accompagnement donc peut se faire alors en hospitalisation à domicile. Mais à ce moment-là, plusieurs intervenants, les médecins, les kinésithérapeutes, et il faudrait développer chez nous ce qui n'existe pas, c'est les auxiliaires de vie, des bénévoles et bien sûr l'entourage. En pratique, l'acharnement thérapeutique, c'est quoi? C'est bien sûr, vous le savez, c'est poursuivre un traitement lourd qui devient disproportionné par rapport au bien qu'on en retire. Et l'attitude consiste donc à poursuivre un traitement lourd qui aurait comme objet de prolonger la vie sans tenir compte de la qualité, alors qu'il n'existe aucun espoir raisonnable d'obtenir une amélioration de l'état du malade. La fin de vie. Alors, je vous donne des définitions par les sociétés savantes européennes. Pour la Société française des réanimateurs, arrêter un respirateur artificiel qui envoie de l'air dans les poumons du malade ou en diminue le flux est un geste qui ne relève pas de l'euthanasie, mais de l'arrêt des soins actifs lorsque la fin est inéluctable. Ça, je vous donne la définition donc de la société. Je ne dis pas que l'on soit d'accord ou pas. Je vous dis quelle est la position de la Société française de réanimation, donc, qui peut arrêter un respirateur artificiel qui envoie de l'air dans les poumons d'un malade. Ce geste doit être accompagné d'un traitement antalgique afin que le malade ne ressente pas l'étouffement. La question qui se pose, permettre de mourir dignement, est-ce donner la mort? Il est vrai que chez nous, il y a l'aspect religieux, nous sommes des musulmans, et ce point est très important donc, dans les décisions que nous devons prendre. Je vous donne ici un texte qui a été écrit par un chef de service de réanimation, qui s'exprimait. Voilà ce qu'il dit. Compte tenu de la puissance des moyens dont nous disposons, nous pouvons maintenir en vie des patients pendant des semaines, et c'est ce que nous faisions avant. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Ce qui nous apparaissait hier comme un échec, aujourd'hui nous l'appelons fin de vie. Il ne s'agit pas d'un abandon, nous continuons à soigner nos patients, à lui assurer une vie décente, à lui éviter les escarres et la douleur. On passe d'une attitude curative à une attitude palliative. On accepte qu'il meure tout simplement. Le problème, c'est que pour le moment, on peut nous traîner en justice, car rien ne nous protège dans la loi. Mais là, le problème se pose. Qui décide de quoi en matière de fin de vie? Qui est-ce qui décide d'arrêter de débrancher? Le médecin, garant des intérêts du patient, problème de paternalisme. Est-ce que le médecin tout seul? Est-ce que c'est le malade? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la personne de confiance? Et je disais ce matin au docteur Ben Khaled, il y avait des malades qui avaient des tares très importantes et pour lesquels un acte chirurgical était manifestement, pour moi, mortel, et j'expliquais à la famille. Et le fils, Ma'lish, tabib, je vous donne l'autorisation. Il voulait s'en débat. Pour lui, il est rien. C'est pas parce que j'ai l'accord du parent que j'ai ma propre conscience. Et voilà. Donc ce n'est pas le malade tout seul, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le malade et c'est un tout. C'est un tout. Il y a donc des difficultés pratiques pour la personne qui informe. Demander le consentement au malade pour un traitement ou pour ne pas faire un traitement, l'avertir de la nature, de la gravité de la maladie. Pour la personne qui consent, qui accepte, est-ce qu'il a compris lorsqu'il me dit « oui, docteur » Est-ce que j'ai mis suffisamment d'éléments pour lui permettre de dire « oui » Est-ce que c'est oui? Ce « oui » est vraiment un « oui » Donc les malades, de par leur maladie, ne sont pas en bonne condition pour juger de la pertinence de ce qu'on leur propose. Les malades craignent les conséquences éventuelles de leur refus sur la qualité ultérieure. Ils se disent, si je dis au docteur non, est-ce que c'est dans mon intérêt, etc. Donc il y a plein d'éléments qui rentrent. Donc comme proposition, c'est ce que je propose, c'est promotion et soutien des soins palliatifs par les autorités en charge de la santé. Actuellement, dans le plan cancer qui est en train d'être mis en application par le professeur Zitouni, à la demande donc, des autres autorités de l'État,
un chapitre est dédié aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie. Mais ça, c'est comme je disais au début, pour le cancer. Or, les soins palliatifs ne sont pas spécifiques de la maladie cancéreuse. Il faut ancrer les soins palliatifs dans les programmes de formation. Nos médecins, dans leur cursus d'études, les soins palliatifs sont ignorés complètement. Il faut penser à une prise en charge financière des soins palliatifs, tant à l'hôpital qu'à domicile, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Il faut intégrer les soins palliatifs dans les concepts de traitement et de soins existants. Les soins palliatifs doivent être du ressort d'une équipe pluridisciplinaire qui doivent associer non seulement les professionnels, c'est-à-dire les gens de la santé, mais également les bénévoles, les proches, permettant donc des soins thérapeutiques adaptés, ainsi qu'une aide matérielle, psychologique et spirituelle. Il faut installer des comités d'éthique dans les hôpitaux pour aider, parce que nous ne sommes pas au même niveau. Il y a des médecins qui sont plus faciles à prendre ce genre de malades et à communiquer avec les patients en fin de vie, d'autres qui n'arrivent pas à dépasser. Donc il faut créer des comités d'éthique et étendre leurs compétences. Le comité d'éthique ne doit pas uniquement donner l'aval pour des essais cliniques, mais il doit aussi prendre ce genre de problème et leurs compétences aux thérapeutiques de fin de vie. Il faut l'information du public sur les possibilités de soins palliatifs par les associations professionnelles et les organisations intéressées. Et en conclusion, je dirais qu'être éthique, c'est accepter et vivre ce conflit, du bien à faire et du devoir à accomplir. La conscience morale est une conscience inquiète au sens propre. Elle ne peut jamais trouver le repos. Je vous remercie.